Merci Pierre de ta présentation. Je dois dire que si on se retrouve ici à la cité, je ne sais même pas laquelle d'ailleurs exactement, des sciences, c'est parce que les nombres de personnes qui ont voulu s'inviter à ta conférence dépassaient très largement nos capacités d'hébergement classiques, et c'est donc d'une certaine manière un hommage qui t'est rendu qu'on t'oblige à venir aussi loin de ton centre habituel pour faire cette présentation. Au-delà de ta personne, c'est évidemment ce thème aussi, je crois, qui est tout à fait essentiel. Tu as rappelé les succès de librairie, de nos amis et collègues qui ont écrit sur cette question. Et le paradoxe de départ, c'est un peu le fil que je voudrais suivre maintenant, le paradoxe de départ que tu as cité, d'une attention renouvelée sans cesse à cette question des inégalités et la difficulté politique de traduire en actes cette aspiration qu'on croit partagée par toutes les personnes qu'on interroge et elles-mêmes quand elles expriment leur ressentiment, fait problème, fait question. Comment se fait-il qu'il y ait un tel écart entre une aspiration à lutter contre les inégalités et la difficulté où on se trouve constamment, où se trouve la gauche, pour le dire comme ça, de mettre en œuvre des instruments pratiques de réduction des inégalités, que ce soit par l'impôt, que ce soit par l'école, que ce soit par toutes sortes de choses auxquelles on peut penser. Donc c'est ce paradoxe qui me paraît tout à fait central. Je crois que tu as donné beaucoup de clés très intéressantes dans ta présentation qui permettent de l'énoncer. Je voudrais juste les revisiter rapidement et avoir le cas échéant ton opinion sur cette façon de les redéfinir. D'abord, je crois que le point de départ, et tu l'as dit en parlant notamment des travaux qui décrivaient la fonctionnalité des relations sociales dans les années 50-60, autour de personnes comme Galbraith et beaucoup d'autres qui ont écrit, je crois d'abord que peut-être le point de départ de notre réflexion aujourd'hui, c'est que cette question des inégalités, même si elle a une tradition philosophique ancienne, on peut penser évidemment au livre fondateur de Rousseau et à beaucoup d'autres choses qui ont été écrites avant et après. Cette question des inégalités, je crois qu'il faut dire tout simplement qu'elle est paradoxalement nouvelle. Que par rapport à ce qui s'est écrit après-guerre, ce qui s'est pensé, ou les luttes sociales après-guerre, la question des inégalités prend la place d'une autre notion qui habitait la gauche, toute catégorie comprise dans les années 50 et 60, et qui était tout simplement la lutte des classes. On ne pensait pas la question sociale dans les années 50 et 60, me semble-t-il, mais peut-être que tu voudras le reprendre, à travers cette catégorie d'inégalité, quelles que soient d'ailleurs les déclinaisons qu'on peut en donner, mais on le pensait comme étant habité par la lutte des classes, elle-même gouvernée par une conflictualité entre le travail et le capital dans une représentation qui était majoritairement marxiste ou néo-marxiste, en tout cas à gauche. Cette question de la lutte des classes, je pense que sociologiquement, on peut la réinterpréter à partir de ce que tu disais à l'instant, par le fait que fondamentalement, la société industrielle crée une espèce de combinaison bizarre entre, d'un côté, à l'intérieur de la société de production, à l'intérieur de l'usine, un rapport de subordination, un système hiérarchique extrêmement rigoureux, allant du patron à l'ingénieur, au contremaître, à l'ouvrier, mais qui paradoxalement crée les conditions d'une égalité de rémunération. C'est ce que tu disais sur le fait qu'à l'époque, aucun patron n'aurait imaginé augmenter sa rémunération sans augmenter simultanément celui des salariés qui travaillaient pour lui. C'est la fameuse formule aussi de Morgan qui disait « Moi, banquier, je ne prêterai jamais à une entreprise dont le patron reçoit plus de 20 fois ce que gagnent ses ouvriers parce que je n'aurai pas confiance dans le système social qu'un tel patron instituerait avec ses ouvriers. » Donc on était bizarrement dans une société hiérarchique d'obéissance, de subordination, de verticalité, dans lequel on peut dire d'ailleurs que la société industrielle hérite d'un certain nombre de traits de la société agraire qu'elle a remplacée. En tout cas, c'est la thèse d'un sociologue comme Ingelhardt, que dans son premier moment d'existence, la société industrielle, sociologiquement, ressemble encore beaucoup à la société agraire qu'elle a remplacée. Et en même temps que cette relation de subordination extrêmement étroite, extrêmement
aliénante. C'est l'époque où on fait la critique du travail à la chaîne, notamment qui installe l'ouvrier dans ce rapport à la fois fonctionnel et de subordination à l'entreprise pour laquelle il travaille, simultanément, et c'est peut-être le miracle rétrospectif de la société industrielle, la société de consommation qu'elle produit est égalitaire. La société de consommation qu'elle produit, c'est une production de masse dans laquelle, au fond, chacun peut aspirer légitimement à participer à cette société de consommation, évidemment en retard en fonction de sa situation sociale par rapport à d'autres, mais dans une dynamique qui fait penser sans aucune ambiguïté possible à l'ouvrier des années 50 qu'il aura un jour, lui aussi, sa voiture, son téléviseur, etc. Et d'ailleurs, les sociologues de cette époque calculent les inégalités entre un ouvrier et un cadre, non pas en termes de revenus, comme on le ferait maintenant, mais en termes de nombre d'années qui séparent l'ouvrier du cadre en termes de taux d'équipement par rapport à tel et tel bien que la société de consommation a précisément vocation à produire pour tous. Une formule de Daniel Bell qui résume tout ça, c'est de dire la société industrielle, c'est il faut être straight by the day et swinger by night, si je me souviens bien, c'est-à-dire pendant la journée, vous êtes dans un rapport rigide aux autres, et la nuit, vous avez le droit à tous les autres biens que la société vous produit. C'est ça qui fait que dans les années 60, je crois, on ne parle pas d'inégalité, la société de consommation est profondément égalitaire, mais on parle de lutte des classes, parce que là où ça se joue, c'est dans l'usine, dans le rapport d'obéissance qui tient les ouvriers relativement à leur cadre et patron. Le monde dans lequel on est entré, depuis la crise des années 70 et 80, la société post-industrielle inverse presque terme à terme cette relation. C'est-à-dire que la société post-industrielle, elle va démanteler entièrement la structure hiérarchique classique dans laquelle la classe ouvrière pouvait justement se reconnaître dans une conscience de classe qui était d'autant plus facile, qui travaillait dans le même lieu, dans la même géographie que leur supérieur hiérarchique. La société industrielle, post-industrielle, elle va horizontaliser la société industrielle d'avant. Horizontaliser en un sens paradoxal, c'est-à-dire que dans la société post-industrielle, l'organisation du travail va se faire au sein d'ensembles qui ne va rassembler que des égaux. Cette aspiration à l'égalité, elle est matérialisée paradoxalement dans la société post-industrielle, dans le fait que les bureaux d'études restent entre eux. La sous-traitance est entre elles, en dehors. Que cette verticalité qui était paradoxalement intégratrice est brisée au nom, d'une certaine manière, d'une idée dévoyée, évidemment, de l'égalité, qui fait qu'on ne se retrouve plus, on ne se socialise plus qu'entre pairs. Une statistique extrêmement intéressante que l'économiste du travail Richard Freeman a produite sur les États-Unis montre la force de ce processus. Aux États-Unis, dit Freeman, 95% de la montée des inégalités spectaculaires, qui sont commentées par Thomas Piketty, qu'on recevra d'ailleurs bientôt dans un cadre comme celui-là, et d'autres. 95% de la montée des inégalités s'explique, en tout cas se retrouve statistiquement, dans des inégalités de rémunération moyenne entre établissements. C'est-à-dire, si je prends la moyenne des différents établissements aux États-Unis et que je montre la moitié, je suis la montée des inégalités de rémunération moyenne établissement par établissement, j'explique tout ce qu'il y a à expliquer. Ce qui veut bien dire que les établissements aujourd'hui ne regroupent que des pairs qui s'éloignent des autres et se retrouvent livrés entre eux-mêmes. Donc ça, c'est le premier terme de l'inversion du monde industriel d'hier. Une société hiérarchique devient une société horizontale où, en effet, c'est le point, je crois, que tu abordais avec l'égalité comme question de relation sociale, l'égalité ne se pratique plus, la relation sociale, ne se pratique plus qu'entre pairs, comme si chacun habitait désormais dans un appartement complètement séparé des autres. Le deuxième paradoxe, vis-à-vis de ce qui pouvait être la société industrielle dans les années 60, c'est que la société de consommation était égalitaire dans les années 60 et qu'aujourd'hui, on est dans un monde, celui de la société numérique, tout à fait bizarre par rapport à la société industrielle des années 60, qui était que la société industrielle, elle était productrice d'objets
d'objets, des télévisions, des voitures, etc., et que ces objets étaient des médiateurs qui permettaient à chacun de penser qu'il vivait dans le même monde que les autres, puisque, après tout, moi aussi j'ai une voiture, moi aussi j'ai un téléviseur, moi aussi j'ai le téléphone, donc nous vivons dans la même société, sachant qu'on se fréquentait dans le même lieu pendant la journée de travail. L'aspiration à l'égalité était entretenue par la société de consommation. Que fait la société de consommation aujourd'hui ? Bon, on continue d'acheter des voitures, etc., mais de moins en moins, ça n'est pas là que se joue le désir du consommateur. Qu'est-ce que la société de consommation promet aujourd'hui ? Eh bien, elle promet de la relation sociale. Internet, les réseaux sociaux, c'est communiquer avec les autres, c'est donc entretenir un rapport social avec les autres. Ce qui compte aujourd'hui, quand on a tel ou tel niveau de revenu, c'est où je vais habiter. La socialisation des conditions d'existence, c'est ça qui commande la société de consommation moderne, puisque c'est elle qui va déterminer si j'habite dans tel quartier, avec qui je vais être socialisé, mais peut-être surtout avec qui mes enfants vont être socialisés, dans quelle école ils iront et quel hôpital ou accès aux soins me sera ouvert compte tenu de ma position dans la géographie sociale que je vais pouvoir me payer. Et donc, pour le dire d'une formule, on peut dire que la société de consommation d'hier est devenue la consommation de la société. Ce que je veux consommer, ce que mon revenu me permet de consommer, c'est la relation sociale avec les autres. Donc je ferme cette remise en perspective, si je puis dire, de ce que tu disais tout à l'heure, parce que je pense qu'en effet, maintenant, tous les termes que tu mentionnais deviennent en quelque sorte centraux dans l'analyse de ce qu'est, au fond, cette question des inégalités aujourd'hui. C'est une question qui en effet habite tout le monde, puisque chacun voit bien qu'il est cantonné dans un espace de socialisation qui est par définition limité à ses propres pairs, et donc qui, d'une certaine manière, fait craindre quoi ? Que les aspirations au haut soient inattaquables, ne puissent plus jamais être réalisées, mais qui est aussi nourrie par la crainte symétrique du déclassement. Si les conditions d'existence sociale sont irrémédiables et irréversibles, ma crainte, c'est le déclassement. Et c'est un des éléments, je crois, qui fait qu'aujourd'hui, l'égalité s'entend comme une aspiration vers le haut, mais tu disais tout à l'heure, si c'est vers le haut, il faut aussi que ce soit vers le bas, et c'est ça qui, aujourd'hui, devient beaucoup plus difficile à entendre. Et quand on parle de redistribution, on entend en effet les mots assistana, parce que ceux qui sont au-dessous de moi ne sont pas redevables de cette aspiration à l'égalité. En tout cas, c'est le sentiment qui est entretenu notamment par l'extrême droite et la droite extrême, et sur lequel nous devons réfléchir parce que ça fait partie des difficultés dont tu parlais. Donc je résume tout ça pour dire qu'en effet, la question de l'inégalité aujourd'hui, malgré son histoire lumineuse, philosophique, elle est à repenser entièrement dans les catégories de cette société post-industrielle qui a fait de ce terme d'inégalité un mot un peu obstacle qui, en réalité, masque peut-être la radicalité du changement de monde dans lequel on est entré. Voilà. Alors, je vous propose que Pierre réponde, et après, ce sera à votre tour de poser des questions. Pierre. Deux petits commentaires. Le premier commentaire, c'est qu'effectivement, là, tu as fait un développement surtout sur les nouvelles formes d'inégalité. Et je crois que quand on s'intéresse à l'analyse des inégalités et à leur perception sociale, il y a deux types de questions différentes. Il y a la redistribution générale des inégalités sur laquelle tu as mis l'accent. Il y a le fait, par exemple, que maintenant c'est à l'intérieur de chaque catégorie sociale que les inégalités se sont développées. Alors qu'avant, il y avait, quand on était cadre, quand on était ouvrier, il y avait chacun se trouvait dans un milieu de rémunération qui est à peu près équivalent. Donc, il y a ce que les économistes appellent justement ces inégalités internes qui se sont développées. Il y a aussi le fait que les formes de consommation ont changé le rapport de chacun aux choses et donc au sentiment de possession, au sentiment de son revenu. Et ça, c'est un phénomène général et très important dans les sociétés, parce que ça va définir des modalités d'appauvrissement des classes moyennes, ça va définir des conditions de distorsion entre le revenu d'une part et puis la formation, par exemple. Donc il y a ce niveau des inégalités.
Et il est sûrement très important. Mais ce à quoi sont sensibles la plupart de nos concitoyens, c'est l'explosion des inégalités, je dirais, par le haut, d'une manière ou d'une autre. C'est pas simplement ces formes de répartition différentes du revenu entre des catégories qui elles-mêmes ne sont plus justement des catégories de revenus classiques, mais c'est le fait qu'il y ait constitution, je dirais, d'un groupe social ou de groupes sociaux qui bénéficient de revenus et de patrimoine qui étaient sans commune mesure avec ceux qui étaient justifiés auparavant, et qui tient à beaucoup de choses, qui tient dans l'ordre du sport et du spectacle au fait que maintenant c'est la dimension du marché qui définit la rémunération. Donc un sportif qui est regardé par 2 milliards de personnes à la télévision a des droits sur ces 2 milliards de personnes, alors qu'avant il jouait dans un petit stade. De la même façon, on est passé d'une entreprise comme un bien collectif à l'entreprise, on est retourné à l'entreprise de capitaux. Et donc, à ce moment-là, c'est l'entrepreneur schumpeterien qui prend l'essentiel de la plus-value, ou qu'il y a des personnes capables d'engranger la plus-value au niveau du capitalisme financier par des formes de commissions extravagantes. Donc, il y a un petit peu les deux problèmes différents à aborder, mais je crois que c'est surtout le problème fondamental, c'est que alors que les inégalités d'ancien régime, qui étaient les inégalités qui étaient liées au fait comme en Angleterre, de l'héritage de propriétés gigantesques, étaient inacceptables. Alors que là, il y a des formes d'acceptation sociale de ces inégalités de plus en plus grandes. Parfois même, on peut dire que dans la société contemporaine, il y a des petites inégalités qui sont tout à fait refusées, et ces grandes formes d'inégalités devant lesquelles souvent on a l'impression que la société baisse les bras, et d'une certaine façon même va jusqu'à les légitimer. Et ce qui pose problème, c'est que ces inégalités, on peut dire que mettent la société en l'air, parce que de fait, une société n'a plus du tout d'existence commune si il y a des formes de séparatisme social. Les inégalités inacceptables, ce sont les inégalités créatrices de séparatisme social. Et donc, faisons bien la distinction entre ces grandes inégalités productrices de séparatisme social et puis ces inégalités qui reconstruisent, je dirais, le tissu social ordinaire. Et l'analyse n'est pas de même nature et les conditions de traitement ne sont pas de même nature non plus, me semble-t-il. Juste un mot pour dire que je comprends ce que tu dis, mais justement ce qui me semble important, c'est que la sécession des 0,1% ou des 1%, si elle était cantonnée à ce 0,1 ou à ce 1%, dans un pays comme la France, elle ne serait pas visible statistiquement, parce que la hausse du revenu de ces 1%, relativement à ce qui se passe aux États-Unis, est tout à fait dérisoire. C'est quelques points, c'est 1 ou 2 points de PIB. En revanche, là où on vit la même chose qu'aux États-Unis, c'est que, pour reprendre la formule de Donzelot, la sécession des riches se traduit par une sécession généralisée à l'ensemble de la société. Les plus riches vont dans des ghettos de riches, mais les classes moyennes supérieures au-dessous aussi, pas les mêmes, et ça se propage à toute la société, ce qui fait qu'il y a comme un phénomène fractal qui se retrouve. Ce que dit Éric Morin, c'est la théorie de Gary Becker, c'est ce que je disais de Freeman aussi par rapport aux inégalités dans les établissements de production. C'est la généralisation de ce qui passe tout en haut à l'échelle de la société qui fait que, paradoxalement, l'aspiration à l'égalité devient inégalitaire, puisque tu veux être avec tes pairs et pas avec ceux du dessous. Et comme tu ne peux pas aller au-dessus, tu fabriques ton propre ghetto. En effet, Éric en parle aussi dans ces termes-là, mais je pense que c'est ça qui fait que, justement, il n'y a pas à distinguer les deux, pour le dire comme ça. Enfin, c'est comme ça que je répondrais médialectiquement à ce que tu disais. C'est-à-dire que le haut fait sécession d'une manière qui, aujourd'hui, devient le problème de la société. C'est à l'image de ceux des hauts que les cadres moyens, que les cadres inférieurs, que les ouvriers eux-mêmes, entre eux, relativement à ceux qui considèrent comme les délinquants de la classe du dessous, se représentent la question de leur socialisation. Je pense que c'est
en tout cas mon interprétation des raisons pour lesquelles il est si difficile de passer de ce mot aspiration à l'égalité qu'on retrouve partout à la mise en pratique concrète de politiques qui, sur le terrain, visent en effet à les résoudre. Justement, juste un mot, c'est que l'aspiration à la communalité répond au fait que ces phénomènes, je dirais, de sécession généralisée, ce sont eux qui produisent la violence sociale. Ce sont ces phénomènes de sécession généralisée qui produisent la violence sociale. Et c'est pour cela qu'ils sont eux aussi une atteinte à la communalité. Et qu'effectivement, les analyser, c'est prendre en compte le fait qu'il n'y a plus de commun dans la société.